Il y avait un émigré qui ne pouvait descendre à sa station de métro que grâce à un chat qui était dessiné. Un chat, une marque de publicité, je ne sais pas quoi. Et puis un Dans jour, le métro? oui, dans le métro, c'était ça. Pour lui, c'était ça la station où il devait descendre. C'était le chat. Oui. Bon, mais un jour, on a changé l'affiche. Il n'y avait Ouais. plus de chat. Alors, il était perdu. Il savait plus où Bon, descendre. oui, bon, tu vois un peu ce que c'est que la vie de Ouais, j'ai l'immigré bien. lorsqu'il arrive complètement, non seulement il est dépaysé, mais désarmé totalement. Et il Ouais. faut qu'il se débrouille. Alors, il y en a qui, enfin, c'est justement là que le génie inventif du peuple se donne libre cours, quoi. Comment ils se sortent d'affaires chaque jour à mille détails. Bah voilà, là on vient d'entendre Kate Biassine, le grand crack, le grand BG, le grand seigneur. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un écrivain algérien. Il a fait Nejma notamment. Et voilà, là c'était une interview dans les années 60, 70. Euh, Kate Biassine il se considérait lui-même comme un écrivain public. Et un des rôles qu'il avait notamment pendant ces années-là, c'était d'aider la communauté algérienne à Paris, notamment les immigrés, etc. Et donc, par ce détour-là, je voulais introduire le sujet de la migration, des quartiers populaires en France, de l'antiracisme, etc. Et c'est pour ça que j'ai invité mes copains et on va essayer de discuter de tout ça ensemble. J'espère que vous êtes chaud, hein? Vas-y, mon gars. Originaire de la Guyane. J'ai grandi sur l'île de la Réunion et je suis Ok. arrivé en France en 2019 pour les Hmm. études supérieures. Hmm. J'ai fait bac, classe préparatoire et école de commerce. Et là maintenant je suis à Lyon et c'est ma dernière année normalement, Inch'Allah, dans cette école et je serai diplômé, j'espère, en fin d'année. Mhm. Et voilà, pour me présenter très rapidement. Voilà, je laisse la parole aux autres. Étudiante aussi actuellement en relations internationales avec mes deux collègues. En vrai, on est dans la même classe, le trio. Et voilà, donc là, je vais commencer mon stage de fin d'études. Donc en vrai, on arrive sur la fin. Et puis, pour relier un peu, peut-être, on va dire, mon profil avec l'idée du podcast, je fais partie d'une asso décoloniale, on va dire, au sein de notre école. Et voilà, après, en vrai, je pense que ça a participé en partie à ma politisation, qui n'était pas hyper développée, en vrai, quand j'étais plus jeune, on va dire, au collège, lycée et tout. Après, peut-être qu'on en parlera plus tard, ou je sais pas, on va peut-être la terminer d'en parler, mais genre, par exemple, genre dans ma famille, on parle pas du tout politique et tout. Donc, en vrai, c'est grave pas un truc qui a été développé chez moi. Mais voilà, après, on essaye, on essaye. En vrai, plus ça avance, plus on prend conscience, donc voilà. Donc, je suis contente d'être là pour discuter de ces choses avec vous. On est heureux de t'accueillir, voilà. On est grave honoré d'avoir aussi à ta vie le grand crack. Tu ne te présentes pas, toi, d'abord? Après Non, toi? vas-y, t'inquiète. Je Moi, je suis suis là, t'inquiète, on est là. Du coup, comme on dit déjà, du coup, je suis avec eux en master. Là, je suis aussi en stage. Je suis en stage à Budapest, un institut français dans la culture. J'étais aussi dans cette asso. Bon, moi, j'en branlais pas une, mais j'étais là, quoi. Et donc, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressé. Et du coup, voilà, c'est avec plaisir que j'ai voulu participer à cette aventure. Un peu la caution white de l'émission. Ah ouais, dis les termes déjà. Ah ouais, direct le beau gars. La violence, hein. T'as choisi la violence, man. Non, en vérité, merci de vous être présenté comme ça rapidement et tout. Mais juste pour mieux situer le propos et l'objectif de ce podcast, euh, l'idée, le concept, c'est d'essayer d'inviter des amis, des connaissances, des camarades qui pourraient nous parler non seulement de leur expérience personnelle, mais aussi de leur engagement associatif et militant, mais dans un registre plutôt informel, etc. Euh, et le but, c'est comment dire, c'est que chacun d'entre nous puisse parler euh, de leur vie, mais relié à des luttes sociales, à des luttes politiques. Euh,
Et voilà, je vais peut-être commencer par parler moi aussi de mon parcours. Moi, je suis né en Maroc. Voilà, j'y ai vécu là-bas 7 ans. Voilà. Après, j'ai migré en Espagne. J'ai suivi mon père qui avait lui migré auparavant. Il avait fait le tour de l'Europe. Voilà, il cherchait du travail, etc. Finalement, il s'était installé dans le nord de l'Espagne. Donc voilà, avec ma mère, on l'a suivi vers 2007, etc. Et on s'est installé là-bas pendant 10 ans. Sauf que vous savez très bien ce qui s'est passé une année après 2007. Bam, crise dans la gueule, 2008, crise de subprimes. On s'est ramassé la gueule et c'était très chaud pendant quelques années. Mais bon, on n'est pas là pour faire du misérabilisme non plus. C'était quand même cool le quartier avec les potes, avec les copains. Euh, et ensuite, bon, vu que c'était trop chaud en Espagne, on a migré de nouveau. Donc, une espèce de mouvement de double migration. Euh, et voilà, bah, on s'est installé en France, au Havre. Voilà, et 3 ans après, j'avais passé un concours pour une grande école, etc. Et c'est là où on a fait une espèce de cristallisation de nos expériences par une communauté politique. C'est-à-dire, l'association qu'on avait montée, elle partait au départ de ce sentiment-là de venir, on parle de nos expériences personnelles et on transforme ça en une lutte politique. Et je trouve que ce podcast, c'est un peu le prolongement de tout ça. Et je voudrais pas être trop long et je voudrais revenir surtout au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, qui est celui des migrations, des rapports nord-sud, etc. L'introduction qui a été faite par l'extrait de Kateb Yassine permet de resituer un peu les enjeux, etc. Dans le sens où le book, il parle quand même des gens qui arrivaient dans les années 70. Et c'était la galère les années 70 en France. Hein. T'arrives, t'es du père, tu connais personne, vraiment, tu fais partie des classes les plus subalternes, c'est-à-dire que t'es pas seulement un ouvrier, t'es un ouvrier racisé. Et c'est là, je pense, toute la problématique, etc. Euh, donc, est-ce que dans votre entourage ou vous-même, est-ce que vous avez connu des périodes de votre vie qui euh, ressemblent à celles décrites par celle de Kateb Yassine, qui sont des périodes bah, de désorientation, de déracinement, euh, de vide existentiel, quoi. En fait, on va se confier, c'est une thérapie là. Ouf, de ouf, ça part, ça part. Donc, je sais pas. Si quelqu'un veut en parler en premier, peut-être Saina Limval. Alors, merci pour la parole. Euh, comment dire? Où commencer? Alors, en fait, moi, disons, la migration, elle arrive très tôt, puisque j'ai quitté, enfin, par mes parents, puisque j'ai quitté la Guyane à l'âge de 3 ans, un peu comme toi, à l'enfance, pour La Réunion. Et en fait, par mes parents, comment dire, mes parents de deux origines différentes, ma mère guyanaise, mon père Zorey, comme on dit à La Réunion, enfin, métro. Ça, à la fois, il y a la migration sur un nouveau territoire, mais qui a surtout touché ma sœur, pas tellement moi, ma grande sœur, où il fallait s'adapter, parler le créole, disons, pour s'intégrer et être accoutumé aux mœurs, quoi, qui sont différentes entre la Guyane et la Réunion. Mais moi, ça m'a pas trop touché comme j'étais très jeune. Et après, vient la migration en France. 2019, j'arrive en France en 2019 pour faire une année supplémentaire en classe préparatoire à Paris. Et en fait, du coup, la migration vraiment qui m'a le plus marqué, c'est celle où j'ai dû quitter la Réunion pour la France pour faire des études, où là, je me suis rendu compte de la différence, l'océan qui nous sépare, au sens propre comme au sens figuré. Et en fait, à cela, c'est ajouté, disons, le stress des concours, et j'étais carrément dans un autre milieu social. Donc, j'ai quitté la ville du port, ici RPZ, l'une des villes les plus, les plus, donc, on dit, marécageuses, il y a, enfin, Sur la où il y a zone. pas mal.
Ce Voilà, Bouya ça, Pessac. ça. Si, si, enfin, bref, en gros, je quitte la ville du Port pour le 16e arrondissement, puisque j'étais dans un lycée 16e, avec des personnes d'un autre milieu social, clairement, où il fallait adopter, disons, un autre, enfin, comment dire, j'avais l'impression que pour les personnes avec qui je traînais dans le 16e, c'était normal dans ce genre d'environnement-là, d'avoir de l'ambition pour, enfin, viser les meilleures écoles, côtoyer des personnes déjà HEC et tout, chose que c'était impossible à La Réunion. Et Hmm. voilà, là, il y a eu vraiment une crise, disons, existentielle. Je pense même une dépression a posteriori. Hmm. Et en fait, mais surtout, enfin, il y a ça, mais il y a aussi ce qui m'a suivi, disons, toute mon enfance, c'est la condition métisse, entre guillemets, à la fois parce que mes deux parents ont des origines différentes, une culture différente, et aussi parce que on est sur un territoire qui n'est pas qui n'est, enfin, où on connaît personne, tu vois. Il y a pas de famille, on n'a pas la famille à La Réunion. Et ça, comment dire, ça a été pas, je dirais, bon, ça a fait l'objet de réflexions, d'interrogations personnelles, notamment. Euh, j'ai jamais vécu comme un manque. Disons que, euh, disons que, bah, le cliché du métis, c'est t'es pas chez toi à La Réunion, t'es pas chez toi en France par la famille française et t'es pas chez toi en Guyane, tu vois, par la famille de mes parents. Donc, mais je l'ai vécu un peu comme j'ai l'impression tous les métis, plus jeunes, mais ça m'a pas trop, comment dire, comme je traînais, disons, ce qui a diminué cette ce qui aurait pu être vécu comme un manque ou peut-être même comme un traumatisme, c'était le fait que dans ma ville, il y avait beaucoup de personnes comme moi. Enfin, on était majoritairement des métis, quoi. Je traînais avec des Malgaches, des Comoriens, des Maoris qui n'étaient eux-mêmes pas considérés comme réunionnais pur, quoi, pur sang. Et ce qui a pu, je pense, m'aider. Et voilà, voilà, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire. Bah, c'est intéressant ce que tu dis, ça me permet de rebondir sur un concept sociologique qui est celui de Abdelmalek Sayad, qui était un sociologue algérien aussi, plutôt proche de Pierre Bourdieu, etc. Il avait publié un ouvrage qui s'appelle La double absence, avec qui, enfin, j'en ai déjà parlé avec vous et tout. Et ce que tu dis, quand tu emploies le champ lexical du manque, etc., le fait de ne pas être reconnu ni dans sa terre natale, ni dans sa terre d'accueil, entre guillemets, je pense que c'est une expérience universelle chez chez beaucoup de migrants. Et, euh, et comment dire, il y a aussi une autre remarque sur laquelle je voudrais vous interroger et qui est assez frappante, c'est que contrairement aux années 70, où j'ai l'impression que la migration était plus, après ça dépend si on parle de la migration maghrébine, de la migration qui venait des Outre-mer, etc. Enfin, ça dépend, mais généralement c'était une migration beaucoup plus précaire, c'est-à-dire c'était la hesse, les gars, vraiment, ça ne hackait pas. Alors que nous, tu as vu, je sais pas, j'ai l'impression quand même que enfin, ça dépend, on a des trajectoires différentes, etc. Et par moments, ça a été dur aussi. Mais j'ai l'impression que, à la différence des générations précédentes, il y a quand même un côté petit bourgeois chez nous, côté un peu capital culturel ou enfin, peut-être que vous n'êtes pas d'accord, mais c'est l'impression que j'ai. Je sais pas si tu parles du coup de vous ou l'immigration qui serait plutôt de notre génération. Parce que je trouve que, enfin, je pense que les gens qui émigrent aujourd'hui, c'est toujours la merde, quoi. Et je pense qu'en fait, peut-être que c'était la merde dans les années 70, mais en fait, dans les années 70, rien que ça, il y avait du travail. Aujourd'hui, il y a de moins en moins de travail. Donc, en fait, il y a des gens qui arrivent, c'est déjà la merde, ils n'ont pas d'argent, ils viennent en espérant trouver du travail, ils sont victimes de discrimination, ils sont rejetés, et en plus, il n'y a pas de travail. Mais je ne sais pas pour nier le fait que c'était très difficile, je sais, les bidonvilles, etc. Mais les gens avaient du travail. Aujourd'hui, ça, c'est aussi un facteur important, c'est qu'il n'y a pas de travail, quoi.
Donc, je sais pas si c'est comparable, bien sûr, c'est des contextes différents, mais je pense Oui, que ça reste toujours quand même difficile, quoi. oui, oui, c'est intéressant ce que tu dis. Moi, en fait, la remarque, je la faisais surtout par rapport à enfin, un autre groupe, quoi. Comment dire, il y a une espèce de nouvelle classe d'enfants d'immigrés qui montent, qui occupent de plus en plus des postes de pouvoir, etc. Contrairement à l'époque. C'est ça, en fait, la différence. Évidemment que la migration économique, entre guillemets, continue, etc. Euh, mais là, j'ai l'impression euh, que je veux dire, là, en gros, ma question que je vais vous poser, c'est quel est le rôle de cette nouvelle génération par rapport à ça, dans l'héritage postcolonial, dans les rapports Nord-Sud? Comment doit s'incarner son engagement, des trucs comme ça, quoi. Mais évidemment qu'en plus, à fortiori aujourd'hui, les politiques répressives européennes, avec Frontex, avec la loi Darmanin en France, etc., sont de plus en plus dures. Et voilà, on a un processus de fascisation en France aussi, enfin, ce qui, pour moi, me paraît assez évident, mais et ça devient de plus en plus dur. Mais je veux dire, il y a quand même euh, cette, euh, cette nouvelle génération de cadres, d'ingénieurs, de médecins qui viennent faire leurs études aussi et qui après retournent au bled ou qui restent ici. Enfin, c'est par rapport à ça que je voulais discuter avec vous. Parce que je ne sais pas si tu as été amené à croiser des profils comme ça, de personnes qui étaient dans cette situation-là. Je sais pas, je te pose la question vraiment parce que je sais pas. De quoi, de personnes qui avaient immigré? Enfin, je veux dire, tu avais fait un stage dans une asso antiraciste. Je ne sais plus en quoi ça consistait exactement Ben, tes je sais qu'ils missions. avaient un public de migrants, mais moi, j'avais pas travaillé là-dessus. Mais ils travaillaient beaucoup sur les discriminations raciales et surtout avec les services publics. Genre, il y avait une femme, il y avait une femme qui faisait appel à l'ONG parce que, en gros, on lui avait retiré ses enfants. Et les services sociaux lui avaient retiré ses enfants et genre, elle est considérée et il y avait des preuves qui montraient que c'était parce que les gens étaient racistes et que enfin, les motivations n'étaient pas juste le bien-être des enfants, quoi. Mais en soi, non, j'ai pas de. Ouais. Euh, Vas-y, parle un peu, frère. Tu dis rien, t'es là. Ah non, mais moi, je pensais que c'était toi qui donnais la parole. Moi, j'ai plein de trucs à dire en Non, vrai, non, hein. non, frère, les gars, je suis là, je parle trop, frère. T'as dit Il des regarde, attends. remarques. Donc, Pardon, pardon, smahli. Smahli, vas-y, vas-y. moi, je voulais rebondir sur, tu parlais, enfin, de, comment dire, de l'élévation, de l'ascension sociale et tout, de la deuxième génération. Après, en vrai, enfin, comment dire, l'ascension sociale, de toute façon, ça prend plusieurs générations, tu vois. Genre, généralement, tu vas avoir tes parents qui sont ouvriers, et puis si tu as la chance de t'élever socialement, tu vas pas passer d'ouvrier à cadre, tu vois. Tu vas passer, genre, tu vas pas passer d'ouvrier à CSP++, tu vois. Tu vas passer de ouvrier à CSP+. Et après, tu sais, ça prend du temps, quoi. Donc, voilà. Après, je me dis, bah, en vrai, encore heureux que tu vois, genre, des enfants d'immigrés, des minorités arrivent à s'élever dans ce pays, quoi. Dans ce pays plein de méritocratie. D'ailleurs, mais du coup, moi, ce que je voulais dire aussi par rapport à ça, c'est que aussi, moi, je pense que bah, il y a une pression en fait supplémentaire quand tu es un enfant d'immigré à réussir en fait. Enfin, après, bon, voilà, ça marche ou ça marche pas, hein, que les parents ils mettent de la pression, tu vois. Moi, combien de fois mon père, il m'a pas répété, ouais, faut bien travailler à l'école et tout. Il y a aussi ce truc de bah, tu as plus de pression pour la réussite parce que tu dois mettre la maman à l'abri, tu vois. Tu as aussi le devoir, en tout cas, tu as intérêt à travailler plus dur si tu es une minorité parce qu'en vrai, bah voilà, tu vas être face à des obstacles qui font que, bah, en vrai, malheureusement, tu as moins de chances de réussir, quoi. Et puis aussi, je pense que, je sais pas, genre aujourd'hui, euh, j'ai l'impression que en tant que minorité, tu peux être facilement catégorisé, tu vois. Genre en tant que, genre soit t'es, soit je sais pas, t'es le Renoir qui va être travailleur ou alors tu vas être le Renoir qui va être fauteur de troubles, tu vois. Genre, tu vois, j'ai l'impression que, vas-y, soit t'es genre le rebeu qui fout la merde ou soit t'es le rebeu avec des binocles qui lit des livres et qui a un rat de bibliothèque, tu vois. Enfin, moi j'ai l'impression que
Non, je vise personne quand je dis ça, pas de souci. Mais voilà, du coup, je pense que aussi, en fait, le fait de vivre dans une société, bah, en vrai, raciste, on dit les termes, euh, ouais, bah, ça rend, ça rend plus compliqué, en vrai, de s'élever socialement, bien sûr, bien sûr. Après, il y a pas que, du coup, il n'y a pas que la race qui rentre en jeu, اسمح mais لي, voilà. désolé de te couper, Regan. Zama, il n'y a pas l'entre-deux. Tu sais, soit ça racaille, soit ça va à la bibliothèque. Non, moi, c'est pas mon point de vue, mais je sais pas, moi, j'ai remarqué que quand même, enfin, Ouais. il y a un peu, il y a une certaine Non, بجدحك catégorisation بجدحك. des minorités, mais par exemple, des trucs tout cons, mais j'en avais parlé avec ma sœur, tu vois, mais par exemple, tu vois, quand tu arrives dans un nouveau lieu et tout, ou je Hmm, sais pas, enfin, moi, en tout cas, ça m'est arrivé, ma sœur aussi, en mode, ah, tu ressembles à tant, tu vois. Genre en mode, tu ressembles à cette meuf random métisse, tu sais, qui est un peu connue dans la sphère publique, je sais pas, en mode, ah, hmm, tu ressembles à Rihanna, des trucs comme ça. Genre en hmm, mode, en tant que minorité, on peut pas juste être nous, tu vois. On est obligé hmm. d'être associé à une figure publique qui serait une minorité et qui, tu vois. Enfin, je sais pas, tu vois, genre, c'est bizarre, genre, oh, tu ressembles à une chanteuse de R&B, what the fuck, enfin, genre, ouais. Enfin, tu sais, genre des trucs comme ça, je sais pas. Genre, enfin, Hmm. après, je m'éloigne un peu de la question de base. Hmm. Non, 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 je capte ce que tu veux dire. Ouais, c'était pour rebondir sur ce que tu disais, qu'est-ce que peut être le rôle, merde, le rôle du coup, des deuxième génération, troisième génération, etc. Et je pense que c'est un peu ce qui est en train de se passer. La première génération, elle était là un petit peu en catimini, elle se faisait petite et il y avait un peu l'idée de, on vient de travailler et puis on espère retourner chez nous. Et je pense que ce qui se passe depuis les années 90 et ce qui continue de se passer, et ce qui est bien, c'est que bah, les générations qui en descendent sont en mode on est chez nous, c'est chez nous ici, et c'est pas que chez vous les blancs. Et c'est ce qui est en train de se passer, et c'est ce qui va continuer d'évoluer. Et de toute façon, je pense qu'il y a aussi l'idée de le temps va faire les choses, parce qu'il y a un moment où juste en 2060, la France sera plus la France blanche de 1960, quoi. Donc il y a un moment où la majorité de fait sera une majorité issue de la mixité, quoi. Euh, frérot le Réunionnais, tu veux dire Haja? Ouais, ouais, alors attends. Ouais, ouais, je voulais rebondir sur ce qu'a dit la sœur tout à l'heure sur l'immigration. Moi, en fait, enfin, sur l'immigration de l'intérieur sud-nord, on va dire l'immigration intra-France, outre-mer, destination France, j'ai l'impression que il y a cette idée quand même, en tout cas dans mes relations personnelles et au sein de ma famille, cette idée que il faut travailler plus, essayer d'utiliser. D'ailleurs, c'est les mots d'une tante en Guyane qui m'a dit la France, il faut l'utiliser. Euh, en, en quelque si tu quittes, enfin, c'est pas pour comment dire, pour glander, travailler. Il y a cette idée de d'amasser un max quoi quand t'es en France. Et c'est un peu cette idée qu'on vit entre nous-mêmes. Moi, je sais qu'avec des potes, j'ai des potes en Belgique, en France, en Europe de manière générale, qui sont là un peu en disant ben je suis là mais pas pour longtemps. Et puis rentrer sur d'amasser un max et de rentrer. Merci à vous pour tous vos commentaires, remarques, observations, analyses. C'était hella de fou. Vous avez dit ça. Donc, c'est la fin de la première partie. Et on va laisser place au jingle et vas-y. La deuxième mi-temps, ça va venir après. Ça va marquer des beaux buts, j'espère. Donc, voilà, ça repart, les gars. On parlait de quoi déjà? On parlait de la petite bourgeoisie montante
de ce que j'aime appeler le tiers-monde. C'est un concept assez poussiéreux et que beaucoup disent ça fait partie de la guerre froide, etc. Moi, je pense que c'est un terme encore opérant et il faut le réhabiliter, comme le terme de petit bourgeois, bourgeoisie, etc. Ce sont des termes assez intéressants. Et je trouve que, euh, voilà, il y a un dilemme qui s'oppose à tout transfuge de classe, entre guillemets, notamment lorsqu'il est racisé, qui est celui comment dire, de situer le niveau de son engagement politique et le niveau comment dire, de son investissement financier personnel. C'est-à-dire, il y a l'idée de mettre la daronne à l'abri, mais sans tout à fait trahir les classes populaires, sans tout à fait trahir son origine sociale. Et je pense que là, c'est l'une des plus grandes difficultés auxquelles font face beaucoup de personnes. Il y a des gens, j'imagine, ils s'en battent la race, hein, ils ne se posent pas la question, ils sont là, ils font la moula, vas-y, c'est facile, c'est simple. Mais je pense que même ceux-là, d'apparence qui sont, je sais pas, qui sont un peu en mode bas les couilles, en vérité, ils se posent aussi la question. Je pense que la façon dont ils arrivent à dépasser cette contradiction-là, c'est ils se disent, moi, je me fais de la thune et je vais aider ma communauté, je vais aider les miens, je vais aider ma famille, c'est déjà archi bien. Mais je trouve que d'un côté, ils ont raison. Mais de l'autre, moi, la question que je vous pose, c'est comment on fait pour, en même temps, nous, se mettre bien, comme on dit, et c'est-à-dire assurer un revenu convenable, une dignité à nos familles, à nos proches et à nous-mêmes, et en même temps continuer l'engagement politique dans des organisations pas trop sales, dans des... Vous avez capté quoi? Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Est-ce que quelqu'un a une réponse à cette question de dissertation? Ouais, c'est un sujet enfin, dont on a déjà parlé tous les trois, vous savez, avec une soirée mouvementée. Mais tu vois, moi, je te disais un peu, tu vois, je comprends tout à fait l'idée de aider sa famille et tout ça, et je trouve que, bah, évidemment, c'est pas un truc euh, qui est simplement pour les personnes issues de la migration. Mais en fait, genre, bien sûr qu'il faut aider sa famille, mais je pense qu'il y a aussi un moment où faut se dire aussi, on n'a pas choisi d'être là, en fait, tu vois. Alors, des gens nous ont fait, on est arrivé sur cette terre. Il y a aussi l'idée de, on doit vivre notre vie tout en, bien sûr, étant reconnaissant des personnes, donc du coup de la famille qui a réussi à nous élever, qui nous a beaucoup apporté, etc. Mais il y a aussi l'idée de, ben, tu vois, vivre notre vie, quoi. Et je pense que tu vois, tu dis être là pour la madré et tout, en vrai, pour réussir à vivre soi-même en France de manière bien, enfin bien, moyenne, et en plus aider sa famille, il faut vraiment gagner beaucoup, quoi. Ou alors vraiment tu bouffes des patates tous les jours pour tout filer à ta famille, tu vois. Il y a un moment aussi où c'est pas une vie, en fait. Moi, je pense que, enfin, aussi, genre, comment dire? Tu vois, il y a un moment dans ta vie où, en tout cas, beaucoup, enfin, tu vois, genre, par exemple, avant d'avoir des enfants, si on veut des enfants, bon, voilà, t'attends d'avoir une aisance financière et tout. Je pense que, genre, aussi, c'est important de se construire en tant qu'individu. Et effectivement, je parle encore de ma sœur, en vrai, ma référence, mais vraiment, elle dit cette phrase qui est, si j'avais envie de m'occuper de quelqu'un, j'aurais des gosses. Donc voilà, donc ça veut dire que, bah, en fait, si là actuellement elle a pas la sécurité financière de faire des enfants, pourtant elle aimerait bien, elle a quasi 30 ans et tout, bah, si elle a, ouais, voilà, si elle a pas cette aisance financière, bah, enfin, aussi, faut vivre pour soi, voilà, je pense que c'est important, mais après, tu vois, genre, après, ça dépend dans quel type de foyer t'as grandi et tout, mais aussi l'entraide, je pense qu'elle dépasse aussi l'entraide financière, tu vois, et c'est plus, bah, tu fais ce que tu peux, mais aussi tu prends soin, on va dire, correctement, quoi. Genre, quand tes parents ils vieillissent, bah, tu vas pas les mettre en EHPAD, ou tu prends, enfin, en fait, tu vas prendre soin d'eux comme ils ont pris soin de toi, s'ils ont pris soin de toi quand t'étais enfant, quoi. C'est un peu rendre l'appareil. Et puis ça, je pense que c'est très culturel en vrai. Enfin, ouais, c'est très culturel, je pense. Après, je pense qu'il y a des, on va dire, des pratiques familiales qui peuvent transcender le culturel, par exemple. Enfin voilà, je pense que ça dépend en fait dans quel type de société tu as été élevé. Mais je sais pas, par exemple, moi, j'ai grandi en France. Là, bah, enfin, c'est surtout, je vis surtout, enfin, je vivais surtout avec ma mère. C'est surtout de ma mère que je suis très proche et tout. Et, euh, et même si c'est pas forcément dans la culture, on va dire, française, de, tu vois, prendre plus soin des aînés,
Euh, Tu vois, avoir une certaine proximité avec les gens de sa famille, une proximité géographique qui fait que bah, il y a une vraie communauté. Et tu sais, on dit beaucoup dans certains pays, dans certaines cultures, dans certaines communautés, quand il y a un enfant qui naît, c'est l'enfant de tout le monde, quoi. Parce qu'en fait, tout le monde va s'en occuper. Ça peut être la grand-mère qui va l'élever, ça peut être, voilà. Là, bah, en vrai, actuellement en France, c'est pas vraiment. Enfin, en tout cas, la culture française, j'ai pas l'impression que ce soit ça. C'est genre famille nucléaire, c'est fini, tu vois. Mais moi, on va dire, ayant été élevée dans ce type d'ambiance, bah moi je suis quand même là en mode bah ma mère, genre, enfin, je sens un devoir en fait, mais comme ma mère ressent un devoir envers moi et qu'elle se démène pour moi, moi genre je sais que bah en vrai je sais qu'entre guillemets rien ne presse, je sais que bah je fais au plus que je peux. Mais en tout cas, c'est un truc que j'ai envie de rendre, mais c'est genre une obligation morale à ce stade, quoi. C'est pas juste en mode, ça dépend pas de ma volonté et tout. Enfin, genre, j'ai envie, bien sûr que j'ai envie, mais genre, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un truc assez transcendant. Voilà, je pense que c'est les liens familiaux, quoi. Assez logique. Mais bon, des liens familiaux pour moi qui sont pas non plus immuables. Enfin, voilà, genre, moi, ma mère, on va dire que j'ai envie de lui rendre parce qu'elle m'a donné. Mais voilà, après, enfin, on choisit pas sa famille, mais bah, pour moi, on choisit pas sa famille, donc il y a peut-être un choix qu'on fait plus tard après, quoi, voilà. C'est intéressant ce que tu dis sur le devoir moral parce que je pense que beaucoup tournent autour de ça et c'est peut-être lié aussi à une certaine culture religieuse sur le bien, le mal, le licite, l'illicite, etc. Il y a, ouais, et c'est vrai que je pense qu'il y a un aspect culturel, mais toujours relié à des conditions matérielles d'existence, toujours relié à une position sociale très très concrète et tout. Ouais, je suis d'accord avec ce que disait. En fait, je pense que c'est même pas quelque chose de culturel. En fait, je pense que l'humanité de base était comme ça et que c'est juste le capitalisme, le libéralisme, la société individualiste qui a fait que aujourd'hui c'est plus comme ça peut-être en Europe occidentale et que c'est encore le cas dans certains pays d'Asie et d'Afrique. Mais je pense que malheureusement ça sera plus le cas dans ces pays-là aussi d'ici des dizaines d'années, déjà parce qu'il y a aussi les gens font aussi de moins en moins d'enfants, etc. Et je pense juste c'était comme ça. Enfin, genre moi je vois mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, ils ont toujours vécu de manière très proche, rien que géographiquement. Ma grand-mère a une place genre hyper importante dans ma vie. Avant ça, les grands-parents dans ma famille avaient toujours une grosse place et tout. Enfin, genre mon arrière-grand-mère, c'était un peu la deuxième mère de ma mère. Je pense que c'est un truc, c'est pas juste du culturel, je pense que c'est juste de l'humain et que juste on le perd parce que on est soumis à d'autres trucs, quoi. Et puis je suis d'accord aussi sur le côté du devoir, mais du coup, je pense, enfin moi je pense aussi qu'on choisit pas sa famille et qu'on n'a pas, il faut pas qu'on considère qu'on a un devoir envers tout le monde parce que il y a aussi des gens qui méritent pas forcément qu'on qu'on leur donne quelque chose, quoi. Ouais, voilà, et comme, enfin, la question du frérot, là, je trouve que ça met trop de pression sur les transfuges de classe, qui à la fois doivent s'en sortir, en tout cas pour le cas des migrants, doivent s'en sortir, se débrouiller dans un pays d'accueil, et à la fois faire en sorte d'améliorer les conditions de la famille ou de la communauté. Euh, je trouve, enfin, c'est moi, déjà, ce sont des personnes qui ont déjà des soucis eux-mêmes, et si, enfin, on peut pas reprocher à quelqu'un de vouloir, en fait, un corps économique aussi, tu vois. Je sais pas, moi, il y a des, évidemment que si dans ta famille t'es ouvrier, que t'es CSP disons fonctionnaire, A++, ou tu travailles à la banque, déjà, je pense que cette personne-là, il doit avoir des, comment dire, euh, même dans sa psychologie, je veux dire, pour pas faire de la psychologie de comptoir, il doit avoir peut-être des, j'allais dire insuffisances, mais enfin, ça doit créer des maux de tête, ça doit, enfin, cette personne-là doit adapter des comportements, l'alternance codique dans le ton, etc. Enfin, ça entraîne beaucoup de problématiques, hein, je veux dire, au niveau quotidien. En plus de ça, il demandait un engagement politique assez fort envers sa communauté. Je trouve, tu vois, ça fait déjà beaucoup, je trouve, hein. Mais évidemment, enfin, après, moi, je vois pas ça comme un dilemme, soit choisir le confort ou l'engagement politique pour sa communauté. Enfin, moi,
moi, je l'ai entendu comme ça, la question, enfin, soit pour sa communauté ou engagement politique plus large, décolonial, antiraciste. Euh, Après, c'est sûr que la question se pose, parce que être de gauche, ça, ou même d'extrême gauche ou antiraciste, ça entraîne des comportements, ça, enfin, je veux dire, ce sont des affects qui agissent sur les corps, quoi, comme dirait Lordon. Et l'affect antiraciste, décolonial, comment dire, enfin, l'affect antiraciste, je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais être antiraciste ou décolo, ouais, enfin, moi, honnêtement, moi, je suis plutôt d'avis sur laisser le transfuge tranquille. Il a déjà des soucis lui-même, tu vois, euh, et voir avec les autres ce qu'on peut faire avec les autres et tout, tu vois. Voilà. Euh, ouais, c'est. Vous êtes chaud. Voilà, hyper intéressant ce que vous dites là. Ça me fait réfléchir à. Ça me fait penser à, pardon, un militant anticolonial qui s'appelle Amilcar Cabral. Je ne sais pas Ouais. si vous en avez entendu Ici, parler. RPZ, Ici, RIP. représente Éclairez-nous, qu'il éclairez-nous, moi j'ai pas représentait. la ref. Amilcar Cabral, alors là, comment je peux le présenter en deux spies? Alors, il y aurait beaucoup de choses Alors, à dire sur lui, mais à la base, je crois que c'est un ingénieur qui, euh, ingénieur qui agronome. agronome exactement, du Intéressant ça. Cap-Vert, il me semble. Ouais, Ouais, du Cap-Vert, et qui, bon, comme vous le savez peut-être, en Afrique, les dernières colonies à avoir chuté, c'est les colonies portugaises. Et donc, lui, il s'est battu contre bah, les vestiges du colonialisme européen, des vestiges qui étaient très, très enracinés encore dans son pays. Comme vous le savez, le Portugal était une dictature avant les années 70, sous Salazar et tout. Donc, lui, il s'est dit, voilà, je vais m'inspirer des mouvements de guérilla à Cuba, notamment de Che Guevara, etc., de Ho Chi Minh, de toute la tricontinentale, etc. Donc, il a mené un combat de libération nationale. Et donc, je voulais vous parler de lui par rapport à un concept qu'il avait créé qui est celui de, entre guillemets, suicide de classe. Il parle de suicide de classe pour se référer à une petite bourgeoisie dont lui-même il faisait partie, parce qu'il était ingénieur, il avait fait ses études au Portugal, à Lisbonne, je crois, avec d'autres colonisés africains. Et donc, à un moment, il y avait une question qui se posait à lui, c'est-à-dire, il avait la possibilité de devenir tout à fait un petit cadre dans l'administration coloniale et de mener à bien sa vie, vous voyez. Et il allait se régaler, il allait manger à sa faim, il allait bien naas, il n'y avait pas de souci, hein. Mais sauf que le boug, il a dit, non, vas-y, je vais prendre les armes, les gars, bas les couilles, hein. Et c'est ça qui est intéressant avec Amilcar Cabral, c'est que lui, il a une conception très volontariste de l'engagement anticolonial. Il disait qu'il faut que cette petite bourgeoisie montante qui a eu la possibilité de faire. C'est une infime minorité à l'époque, hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que dans les années 70, c'était vraiment rare qu'il y ait des migrants qui soient dotés d'un capital culturel élevé, etc. Aujourd'hui, il y a une massification scolaire, y compris dans les rangs des classes post-colonisées. Et donc, je veux dire, le dilemme qui se pose à quelqu'un qui veut s'engager politiquement est celui de savoir à quel point et jusqu'où il va mener son engagement politique et à quel point il va être capable de mener son engagement à un degré de sacrifice élevé. Et moi, à titre personnel, c'est un truc que je me pose souvent. Je me dis, je regarde des sahabs, je me dis, non pas par jalousie ou quoi, franchement, je suis content pour eux, tu vois. Et je me dis, bon, ils se régalent, ils voyagent par-ci, par-là, bon, et ils se font de la moula et tout, et ils ont un mode de vie plutôt confortable, cosmopolite, etc., etc. Ils s'habillent bien, nanana. C'est pas que je suis en dèche, c'est pas ce que je veux dire. Je m'habille bien, alhamdoulilah. Mais ce que je veux dire, c'est que je pourrais avoir cet appât du gain, euh, mais j'ai plutôt tendance à me dire, peut-être, je suis peut-être pas totalement en accord avec ce que tu as dit, frérot, euh, mais je me dis, il faut peut-être penser aussi aux autres et comprendre que la place de l'individu dans une communauté n'est pas uniquement celle d'une position égoïste, mais aussi celle d'un engagement non pas altruiste, parce que quand tu t'engages pour les autres, in fine, ça revient à t'engager pour toi-même aussi. Et je pense que c'est ça qu'il faut capter. Ouais, je voulais rebondir là-dessus. Je trouve qu'en soi, c'est pas antinomique. Enfin, c'est antinomique. Tu peux pas faire les deux en tant que personne, je pense. Du coup, tu peux pas dire. Enfin, c'est deux modes de vie différents, mais c'est pas antinomique au sein d'une communauté. Et je pense qu'en fait, c'est important qu'il y ait les deux
parce que ouais, on est dans un monde capitaliste et néolibéral, donc c'est bien qu'il y ait aussi des racisés qui soient capitalistes et néolibérales, juste pour être dans ce monde-là et montrer aux gens, hey, regardez, nous aussi on existe, tu vois. Genre, je trouve que c'est bien parce que ça fait aussi un travail symbolique. Peut-être que, genre, Mohamed, qui a fait une école de commerce, qui veut monter sa boîte, qui lui veut se faire des millions, machin, machin, s'il y arrive, ok, peut-être que il n'aura pas fait des choses, peut-être genre politiquement pour sa communauté, mais il y aura un Mohamed, chef d'entreprise, millionnaire, qui va s'asseoir à la table avec des millionnaires blancs qui sont là depuis toujours, tu vois. Donc il y a quand même un truc de symbolique, je trouve, tu vois, je pense que n'importe quelle communauté a besoin des deux, tu vois, de un peu le bras armé, entre guillemets, tu vois, qui est là pour le côté vraiment politique et social, et le truc un peu symbolique et économique, bah, parce qu'on est dans un monde où c'est l'économie qui règne et c'est l'économie qui dirige. Donc si les personnes qui luttent s'emparent pas aussi de ce monde-là, bah, du coup, je pense que du coup, ils sont juste simplement relégués à une lutte un peu en bas de l'échelle, tu vois. Après, est-ce que du coup, c'est un antiracisme capitaliste ou est-ce que c'est un antiracisme qui voit peut-être, on va dire, du coup, une alternative et qui serait du coup plus, sur plusieurs fronts, en fait? Genre, est-ce qu'on allie du coup la race, la classe et tout? Enfin, moi, j'ai Euh, l'impression que c'est un peu cette question. je pense Et puis, que... je pense que, ouais, Pardon, vas-y, vas-y. je pense enfin, moi, je me posais aussi, genre, quand on se posait, enfin, vous posiez la question de, euh, enfin, quel est le projet en tant que fille et fils d'immigrés? Moi, je me demande, mais où le projet, tu vois? Parce que, en fait, euh, tu le fais en métropole, ça va être une lutte différente que si tu veux, en fait, le faire, je sais pas, du coup, bah, moi, ce serait, par exemple, je suis d'origine ivoirienne, bah, faire quelque chose en Côte d'Ivoire. Oui, faire quoi, tu vois? Est-ce que du coup, ça va être investir du capital en Côte d'Ivoire? Et du coup, en fait, je vais être là en mode, bah, juste, je vais je vais être capitaliste en Côte d'Ivoire. Est-ce que, enfin, tu vois, genre, où est-ce qu'on lutte? Et puis, enfin, du coup, juste pour revenir sur aussi, du coup, la question du métissage et tout, quelle légitimité, en fait, moi, j'ai réelle à faire avoir un projet en Côte d'Ivoire, par exemple. Parce que, genre, notamment parce que, en fait, je veux bien, mais genre, comment dire, avec quels outils, enfin, par exemple, culturellement, moi, je suis pas ivoirienne, tu vois. Voilà, moi c'est surtout ça. Je m'identifie, on va dire, je m'identifie à la lutte antiraciste, euh, mais j'ai du mal à trouver une légitimité, mais en ma personne, on va dire, d'avoir un projet là-bas, on va dire, tu vois. En fait, il y a beaucoup de choses intéressantes. Sur ce qu'a dit le frère tout à l'heure, autant je comprends la question de la représentation symbolique, c'est important. Le souci, c'est que c'est juste passer la main à quelqu'un d'une autre couleur de peau, quoi. La bourgeoisie, l'extension est un problème, qu'elle soit blanche ou racisée. La blanchité ne change pas grand-chose à cette exploitation-là, malheureusement. Et donc, ok, je peux comprendre Sartek, le mec, tu vois, force à lui, celui qui a réussi, des pays du Sud et qui est millionnaire ou quoi. Autant il faut le combattre, tu vois. Enfin, étant anticapitaliste, tout ça. Il y a ça. Ensuite, en fait, euh, il y a toi aussi, frère, tu prends des figures vraiment martyrs, quoi. Amilcar Cabral, enfin, il y en a beaucoup, hein. Il y a Mandela, tu aurais pu prendre Walter Rodney, Myriam Makeba, tu vois. Que des figures qui ont un engagement chevillé au corps, quoi. C'est trop. Je veux dire, si tu demandes à toutes les personnes, si tu demandes à toutes les personnes d'écolo ou antiracistes d'avoir un niveau d'engagement, ben c'est mort, tu vois. Même moi, comment dire, je me poétise petit à petit, doucement, doucement. Je vois déjà les problèmes auxquels je suis confronté avec ma famille, auxquels je serai confronté avec ma famille, tu vois. Même dans le choix de la conjointe, dans les choix de relations, même dans les choix de relations amicales, hein, je veux dire, il y a des potes avec qui je sais que ça va être problématique, tu vois. Honnêtement, hein, alors que je suis même pas à un J'espère que tu degré. parles pas de nous là. J'espère on Non, est validé par la street. Hein. Ah, j'espère un si c'est peu. validé.
Non, non, oui, oui, clairement, mais je veux dire, tu vois, enfin, même un petit degré, petite échelle, ça a déjà un impact sur la vie personnelle, tu vois, enfin, la vie amicale, la vie amoureuse, même, ou autre, tu vois. Évidemment que ce sont des figures à ériger comme modèle, parce que le niveau d'engagement est tel que ça force le respect, tu vois. Même, je peux prendre aussi les figures du marronnage dans les plantations et tout. Ça reste des modèles, quoi, tu vois. Il faut s'en inspirer. Mais de là à vouloir ce niveau d'engagement-là pour les personnes transfuges de classe, ou même juste les migrants, c'est beaucoup demandé. Enfin, je trouve. Et la lutte ne pourra pas enfin, c'est impossible, je veux dire. Même, il faut être réaliste. Il y aura pas que des Américains Cabral, tu vois. Et après sur le retour au pays, c'est sûr que comme étant du Nord, revenir au pays, souvent dans les pays du Sud, ça pose problème. Il y a peut-être prolongement du colonialisme, de l'impérialisme, et c'est vrai qu'il faut en avoir conscience. Euh, c'est sûr, puisque ce serait prolonger des dominations, d'exploitation et tout. Mais enfin, comment dire, je pense que c'est palliable. Il y a des secteurs, il y a des personnes sur place qui peuvent, je pense, nous aider à, comment dire, se décoloniser soi-même ou se déconstruire soi-même sur tel sujet. Je pense notamment à des sujets bêtes, hein, même pas sur le choix du secteur économique, je veux dire même par rapport à la langue, mais par rapport au regard que qu'on a sur les traditions. C'est rempli de colonialisme, de colonialité, malheureusement. Et pour s'en défaire, enfin, disons, il est possible de s'en défaire. Ça a déjà été fait par des personnes qui ont écrit sur ça, etc. Donc c'est possible, c'est pas systématique, mais c'est vrai qu'il faut y penser. Ça, c'est un gros sujet sur le retour au pays. On en parlait hier rapidement avec le frérot Stal, hier soir. C'est un gros sujet aussi. Donc voilà, voilà. En gros, ce que je voulais dire, genre, je suis pas un gros capitaliste, mais juste, je pense que tout le monde n'est pas intéressé par la lutte et tout le monde n'a pas envie de lutter. Donc, ce que je voulais dire, c'était que par rapport à ce que un peu que peut-être il a tendance à un peu pas mal regarder, mais voilà, un peu peut-être juger celui qui est là juste pour le fric, mais le fait est que il y a des gens qui sont là juste pour le fric, quoi. Et donc, si cette personne est racisée, on peut se dire au moins, il va faire un travail de représentation symbolique, même à l'insu de son plein gré, quoi. C'est ça que je voulais dire. Et puis après, bien sûr, ça peut devenir un truc. Tu peux utiliser l'arme économique comme dit pour pour lutter, quoi. Et du coup, si tu ouvres une multinationale, si tu juste arrives en Côte d'Ivoire avec ton entreprise française, tu ouvres un comptoir ou je sais pas quoi, tu vois, non. Mais si toi, tu nous dis, ah putain, j'ouvre une boîte en Côte d'Ivoire, donc une boîte ivoirienne avec des employés ivoiriens, bah, je suis là en mode, bah, let's go, tu vois. Ce que tu fais, c'est pour les gens sur place, tu vois. Je pense que c'est toujours une question de genre de méthode et de. Tu peux Ouais, entreprendre. Déjà, il y a aussi, tu peux entreprendre, tu peux dans des secteurs qui sont plus sociaux et plus pour la communauté. Et puis en plus, dans la manière dont tu le fais, tu peux le faire de manière bien et un peu moins capitaliste, quoi. en vrai, moi, je capte tous vos arguments. En vrai, il y a une logique politique derrière tout ça et tout. Mais moi, déjà, moi, je sais pas, Zama, je juge les gens et je leur dis, ouais, c'est pas bien ce que vous faites, nanani, nanana. Enfin, comment dire, certes, il y a un petit jugement moral derrière. Là, je me rends compte que je me contredis un peu, c'est vrai. Il y a un petit jugement moral derrière, mais c'est vrai, je veux dire, à un moment donné, il faut. Parce que c'est un truc que je m'applique à moi-même. Je me juge constamment. Je me dis, est-ce que je suis dans le bien ou dans le mal? Il y a d'autres frères, ils vont être dans le halal et dans le haram. Comment dire, ça c'est une réflexion que je me dis en mode, je pense pas uniquement à mon bien-être, je me dis, mes actions, qu'elles soient individuelles ou politiques, quotidiennes, elles vont avoir une répercussion sur mes semblables, sur mes amis, sur ma famille, etc. Donc c'est là toute la difficulté. J'ai l'impression que, si tu veux, moi, ça me fait grave plaisir de voir des gens qui réussissent, entre guillemets, en tout cas du point de vue économique, qui connaissent une ascension sociale. Frère, la misère, c'est chaud, évidemment, frère, je suis marxiste, je veux dire, moi, je veux l'émancipation, mais du plus grand nombre, c'est ça le truc. Et en fait, ce qui me dérange, c'est qu'avec certaines personnes, c'est que, comment dire, ils se disent, bon, je vais me faire du fric de fou, c'est bien, ok, régale-toi, frère, comme dirait le poteau SL, ça t'es qu'à toi, tu vois.
Sauf que ils délaissent totalement le côté politique. Ils rentrent chez eux, bon, ça tape un petit FIFA, un petit Fortnite, ça commande son Uber Eats, voilà, ah, Psahtek, voilà, tu t'es sauvé, frérot, hein, je te félicite. Mais qu'en est-il je sais pas, de tous tes potos que tu as laissés derrière au quartier? Qu'en est-il je suis pas en mode je suis pas en mode les gens ils devraient faire les héros ou les super-héros. T'as raison de dire de souligner qu'on est dans un système capitaliste et qu'on doit faire avec. Je veux dire, on consomme capital, enfin je veux dire, le système économique est tel qu'il est, il est hégémonique. Mais moi, ce qui me dérange en fait, et c'est là tout mon aspect volontariste et un appel à l'engagement, c'est que j'ai l'impression que peut-être que c'est un peu une vision romancée que j'ai, une vision un peu nostalgique, mais j'ai l'impression que dans les années 60, 70, bon, c'est vrai que les conditions objectives étaient un peu différentes, mais ça punchait, quoi. Ça envoyait des uppercuts, tu vois. Ça y allait, quoi. Et je veux dire, évidemment, je pense pas que j'aurais pas le courage d'un martyr comme Monsieur Lénine, Vladimir Lénine, ce grand seigneur, tu vois. Euh, non, mais, non, c'est sûr que j'ai même pas un dixième de courage de ces gens-là, tu vois. Mais je veux dire, un minimum, quoi. Les gars, un minimum, ça pourrait faire la différence. Et les gens, ils sont en mode, ouais, bah les couilles, moi, je me sauve et je me régale. Et ouais, ça me fait penser à un autre truc. De un, ils arrivent à payer leur dette familiale parce qu'ils se mettent déjà très bien, ils travaillent, enfin, peu importe, dans des grandes sociétés françaises, dans des ambassades, etc. Ils se mettent bien eux, ils arrivent à mettre bien leur famille, etc., etc. Ils achètent des habits à leurs parents, etc. C'est très bien, je suis content pour eux. Et en plus, ils se disent, j'en ai marre de la France. La France, elle est raciste, elle est ci, elle est ça. Et la façon dont ils s'engagent politiquement par rapport à ça, c'est une espèce de fuite en avant individuelle. Ils se disent, je vais aller m'exiler, m'exiler aux États-Unis, je vais aller m'exiler dans les pays du Golfe, notamment pour les frérots maghrébins, ou je vais aller, je sais pas quoi, monter une société au Sénégal ou que sais-je encore. Je veux dire, encore une fois, je suis tiraillé entre les juger, me dire les gars, l'engagement se passe là aussi, et de l'autre côté, je les comprends un peu parce que la pression est tellement forte en ce moment, il y a si peu d'engagement collectif euh, que voilà quoi, la fuite en avant, elle se comprend aussi quoi, Dé- dé- elle est dé- fondée quoi. Désolé de te couper, juste, je pense, il y a beaucoup de frères qui sont confus, en fait. C'est juste ça. Disons, politiquement, le discours libéraliste, du libéralisme, disons, est hégémonique, comme dit tout à l'heure. L'individualisme et tout, c'est assez ancré et c'est vu comme une caractéristique naturelle presque, tu vois. Le capitalisme aussi, le marché, etc. Tout est naturalisé et il y a beaucoup de frères qui sont confus, tu vois. Vraiment, dans les quartiers, tu as à la fois des personnes qui chient sur l'État limite anarchiste et dans le même temps de droite, réaction, même d'extrême droite, tu vois, xénophobe, anti-LGBT, etc., même misogyne, tu vois. Vraiment, il y a énormément de contenu sur ça et j'ai l'impression que même t'as beaucoup de frérots comme ça. Hein. Juste, en fait, j'ai l'impression qu'il manque de formation politique, juste, enfin, de loin comme ça. Hein. J'ai l'impression que bah ils s'intéressent pas à la politique de base, ils voient ça comme une joute verbale sur les journaux télévisés et uniquement ça, tu vois. Et ils chient sur le vote aussi, évidemment. Car il y a vraiment très peu de fond, de contenu politique dans leur esprit, et même alors qu'ils sont parfois les plus politisés, tu vois. Comment dire? Euh, leur parcours familial est une histoire migratoire intense, souvent, tu vois, qui vivent dans les milieux les plus vulnérables, ils sont racisés, euh, etc. Enfin, a priori, c'est de là que doivent venir les plus radicaux, limite, tu vois, les plus vénères. Mais non, la plupart sont réactionnaires et de droite, tu vois. Je pense que c'est juste de la confusion en vrai. Et il y a beaucoup qui sont récupérables politiquement, tu vois. Juste peut-être, ça peut dépendre sur une rencontre avec quelqu'un de puissant. Ça peut être une rencontre, ça peut être une écoute. Un livre aussi, ça peut marquer, et puis faire un cheminement, un prof, etc., tout ça. Mais il faut pouvoir enfin, mettre la main dessus, disons. Sinon, ils seront perdus, tu vois. Je Voilà, suis voilà. grave d'accord avec ce que vous dites, mais genre, en gros, ce que je voulais dire, c'est que, ben, oui, tout est politique, mais tout le monde ne veut pas être politique, quoi. C'est juste, c'est triste, mais il y a des gens qui s'en foutent, quoi, et qui sont juste là pour le fric. C'est ça que je voulais dire, quoi. Mais du coup, après, tout le reste, bien sûr, je suis d'accord avec vous, quoi.
Après, je ne sais pas si c'est une question de conscience. Est-ce que c'est vraiment en mode... est-ce que c'est une invisibilisation du problème politique? Est-ce qu'il y a enfin, est-ce qu'il y a des gens qui veulent délibérément omettre le fait que euh, la condition qu'ils ont ou des autres est politique ou pas? Enfin, en vrai, je sais pas, parce que enfin, je pense que aussi la politisation et puis la question d'engagement, ça découle d'événements, enfin d'expériences personnelles, comme vous avez dit. Et après, enfin, en fait, je pense qu'il y a aussi un problème de, comme en fait la politique aussi, j'ai l'impression aujourd'hui, on l'associe à cette sphère surmédiatisée où il y a que des gens qui baratinent et tout. Enfin, je pense que il y en a qui voient pas aussi d'alternative à ça, genre l'engagement personnel, aller dans un parti et tout. Je sais pas, c'est peut-être pas même pas quelque chose qui est envisager. Peut-être parce que c'est un manque de... On voit pas enfin, on voit pas forcément les options qu'on a, les options d'engagement. Parce que la politique, c'est pas juste le vote. Parce que, en fait, aussi, tu peux ne pas trouver le vote légitime. Enfin, en vrai, on sait qu'il y a un problème de représentativité. Enfin, les gens se sentent plus représentés par les hommes politiques et tout. Donc, enfin, il y a vraiment ce truc de ah bah cette option-là nous plaît pas, du coup on vote pas, du coup on croit pas en la politique, mais en fait ce qu'on pense dans notre tête, c'est politique. Mais du coup, je pense que il y a une question de prise de conscience de bah il y a une alternative à la politique qu'on vous propose aussi. Voilà, tu peux ne pas avoir envie d'écouter ou de jouer le jeu des requins de la politique qui cherchent juste à faire de l'audience, l'audimat, tout ça. Enfin, ouais, je pense que c'est hyper important en fait je pense de prendre conscience que à notre échelle on peut faire quelque chose. Mais en même temps, moi, je peux comprendre en fait qu'il y a un certain aussi peut-être découragement. En fait, je sais pas, le système dans lequel on vit, il est tellement englobant, il est tellement... bah, en fait, t'es obligé de jouer le jeu, quoi. Mais du coup, à partir du moment où tu joues le jeu, quelle fenêtre est ouverte à toi? Parce que ne serait-ce que, je sais pas, par exemple, le temps qu'on a dans une journée, tu sais, tu passes 8 heures par jour au taf, qui a l'espace mental pour aller s'engager après, tu vois? Genre, je sais pas, je pense que, en fait, ouais, j'ai l'impression que aussi le système, il est bon pour nous, on va dire, nous empêcher de, d'avoir la force de le contester, quoi. Donc, c'est peut-être aussi pour ça que beaucoup, en fait, ne pensent pas à contester le système, parce que si ça se trouve, en fait, on n'imagine même pas ce que ce serait une alternative à ce système-là, tu vois. Et du coup, bah, après, du coup, on a envie de réussir dans ce système, et puis tu vas payer ta dette familiale ou ta taxe, comme on a dit, sans remettre en cause, sans penser à une redistribution des richesses, genre profondément en fait. Merci à vous tous pour, euh, pour vos interventions. C'était éclairant, c'était volcanique, c'était bouillant, comme dirait le poteau. C'était intense. On a parlé de plein de choses finalement. Ce premier épisode, il était censé être consacré aux questions de migration, et plus largement à la double absence, au suicide de classe, à des choses comme ça. Et surtout, je voulais dresser un portrait, ou plutôt vous laisser la parole pour que vous dressiez un portrait de vous-même, un autoportrait en quelque sorte. Et je trouve que c'est plutôt réussi. J'espère que ça va plaire aux gens. Sur les, je sais pas moi, on va avoir, Inch'Allah, 50 vues. On espère, on espère. Et, euh, et voilà, juste un dernier message. Je pense que l'enjeu les prochaines années pour cette nouvelle génération post-coloniale à l'avant-garde, comme on dit, c'est de ne pas se décourager, de résister à la fatigue, de lutter, quoi, finalement. C'est ça le terme, lutter. Et voilà, merci. Vous êtes grave stylé, vous êtes grave beau, vous êtes grave intelligent. Et voilà, j'étais content d'avoir fait ce premier épisode avec vous. Merci à Allez, vous. Plaisir Macron, partagé. Macron démission. Macron Merci, explosion. merci. Ouais. Allez, et vive la révolution, les camarades.